Debo Samaké, conseiller technique au ministère de l'économie numérique et de la Poste. Donc, je voudrais intervenir sur trois éléments en particulier. L'état utilisateur, la formation et puis, bien entendu, une fondation. Alors, en ce qui concerne l'état utilisateur, je dirais que pour la Côte d'Ivoire, ça a toujours été un focus. Et dernièrement, en 2015, on a initié justement, sous l'égide du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, et par l'entremise de notre ministère de l'économie numérique et de la Poste, un vaste programme d'action visant à améliorer la maturité numérique de notre pays à court, moyen et long terme. Et parmi ces actions, bien entendu, figure bel et bien le projet de gouvernance électronique. Mais ce programme, on l'a dénommé le programme de maturité numérique. Et ce que nous avons fait, c'était essentiellement choisir le GDI, qui est le e-Government Development Index, comme un référentiel central de suivi du progrès de maturité dans notre pays. Comme vous le savez, le EGDI comporte trois points de mesure, qui est l'infrastructure, qui sont les e-services, et puis bien entendu le capital humain. L'infrastructure et le capital humain sont des indicateurs qui avancent assez lentement, mais par exemple les e-services sont des indicateurs sur lesquels on peut avoir un impact assez important. Donc dans ce cadre-là, l'État lui-même en tant qu'utilisateur qui met l'emphase et qui met vraiment l'action, la centralité de son action sur le citoyen et sur l'interaction entre le citoyen et l'État, peut vraiment avoir un impact très important sur cet index-là, qui est aussi un index assez englobant parce qu'il comporte aussi d'autres index qui touchent par exemple l'infrastructure. Donc je dirais en matière d'infrastructure, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. La fibre optique, comme disait le directeur de cabinet dans son intervention, la fibre optique est beaucoup avancée. Donc sur ce volet-là, on continue bien de travailler. On a besoin bien entendu de partenaires comme Eutelsat qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin. L'autre indicateur qui est le capital humain sur lequel on travaille fortement. Et comment est-ce qu'on le fait? On le fait justement dans un cadre de formation en introduisant l'éducation des TIC dès l'école primaire. Et récemment, le ministère de l'Éducation nationale a également commencé à faire un projet pilote qui également enseigne l'entrepreneuriat dès le secondaire. Donc cela nous permet vraiment de créer une base, d'avoir une base importante au niveau de la jeunesse, au niveau du tissu même de notre société, vraiment une base vraiment numérique, mais aussi de faire de notre pays une nation entreprenante. Donc pour revenir un peu à l'EGDI, l'État étant utilisateur doit se doter de plusieurs moyens. Et bien entendu, ce programme qu'on a établi, on l'a fait en collaboration. On s'est fait accompagner par des structures françaises qui vraiment sont toujours des partenaires excellents pour nous. Bien entendu, Sofrecom qui nous a accompagnés pour tout ce qui est e-conseil, e-cabinet. Et bien entendu, la structure Polyconseil qui est une filiale de Bouygues qui nous a accompagnés sur ce programme d'amélioration de la maturité numérique. Ce programme essentiellement visait à créer, à changer un peu la face de l'administration et comment est-ce que l'administration se présente aux citoyens. Par exemple, la réflexion des sites web, l'harmonisation des sites web, l'harmonisation de l'information qui est présentée sur les sites web, l'aspect communicationnel avec les citoyens à travers les réseaux sociaux, etc. etc. Donc tous ces efforts contribuent vraiment à présenter une administration qui est numérique et qui peut sensibiliser également la population aux bienfaits et à l'utilisation du numérique. Bien entendu, cela nous permet de mettre en exergue plusieurs des avancées qui sont faites au niveau de l'État, parce que l'un des problèmes majeurs, c'est que le citoyen ne sait pas forcément ce que l'État est en train de faire. Seulement, ils attendent et ils voient quand les mesures changent, qu'ils voient ce que l'État fait. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, le ministère encore de l'Éducation nationale a changé sa façon de travailler. Aujourd'hui, les inscriptions à l'école se font uniquement sur le site web. Le papier ne circule plus. Si un élève veut aller à l'école, il doit forcément aller sur le site web, il doit s'y inscrire et les frais d'inscription également sont payés
en ligne. Donc, toutes ces mesures contribuent déjà au travail de l'État d'amener tout doucement le citoyen vers l'utilisation de numérique. Je peux citer d'autres exemples, par exemple la consultation de la banque de sang en ligne. Ce sont des programmes, ce qu'on appelle des quick wins, donc des petits éléments, des petites briques. Quand on parle de numérisation, c'est vraiment un gros éléphant. Mais ce gros éléphant, on ne peut pas le manger d'un seul coup, il faut le manger en petits morceaux. Et ces petits morceaux, notamment, sont des petites briques. Mais ces petites briques qu'on fait, ces petits quick wins qu'on le fait, il ne faut pas empêcher les ministères de le faire, il faut les laisser justement faire ce travail. Et nous, en tant que ministère de l'économie numérique, on les accompagne. Mais bien entendu, on les accompagne en mettant en place un cadre formel dans lequel ils peuvent travailler. Bon, on a parlé du cadre réglementaire, cadre législatif, mais aussi également, il y a ce cadre d'interopérabilité. Donc, tous ces quick wins qui sont faits par chacun des ministères, puisque ce sont ces ministères qui sont les propriétaires des processus métiers. Moi, en tant que ministère de l'économie numérique, je ne sais pas comment soigner quelqu'un, mais le ministère de la Santé sait comment le faire. Moi, en tant que ministère, je les accompagne à mettre en place des programmes pour y arriver. Donc, dans ce cadre-là, on laisse les ministères définir un peu le cahier des charges, ce qu'ils veulent faire, et nous, on les accompagne avec des petites briques comme ça, en mettant en place justement ce cadre d'interopérabilité, une architecture qui leur permet justement d'entrer dans un canevas de manière à ce que ces petits services qui sont en train d'être déployés pourront éventuellement rentrer dans ce cadre global et former vraiment cette coupe des e-services. Parlant de formation, je parlais bien entendu de l'introduction des TIC, mais l'un des volets sur lesquels on doit vraiment mettre beaucoup d'emphase, et puis bien entendu on a créé aussi une université virtuelle, c'est la disponibilité des contenus. Il y a un grand publicateur de contenu, de livres avec lequel j'ai discuté, qui disait par exemple que dans leur dernier effort, ils ont mis en ligne plus de 11 000 livres. Et là, je leur pose la question, combien de ces livres sont en français? Enfin, combien de ces éléments d'information sont en français? Sur les 11 000, il y en avait juste 300. Donc, on a vraiment un gros défi. On a vraiment un véritable défi d'avoir du contenu qui est accessible à nos jeunes et qui est accessible à nos populations. Et troisièmement, j'avais parlé justement de la fondation qui rentre vraiment dans l'objectif de la Côte d'Ivoire d'être une nation entrepreneuriale, d'être un leader. Moi, chaque fois quand je parle de leadership, il y a un aspect très important du leadership que je veux toujours relever. Parce que même dans la discussion qu'on avait tout à l'heure, on parlait des grandes compagnies et le bien fait, le mal fait, peu importe. Pour moi, un leader, c'est quoi? Un leader, c'est quelqu'un qui amène les autres à faire comme lui et à faire mieux. Donc le leader, il commence quoi? Il dit fais, je regarde. Je fais, tu regardes. Ensuite, je fais, tu regardes. Deuxièmement, tu fais, je regarde. Troisièmement, tu fais tout seul. Tu fais tout seul. Et moi, j'encourage vraiment les grandes compagnies à utiliser ce modèle-là, ce principe de base de leadership qui aiderait justement nos nations à non seulement devenir des nations qui sont formées, mais des nations entreprenantes. Donc cette fondation que nous avons créée, c'est une fondation de soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est une fondation qui est vraiment particulière en ce sens, qu'elle couvre deux éléments. Elle est à la fois un incubateur et elle se sert d'un réseau d'incubateurs et également un accélérateur. Elle a besoin d'avoir un réseau d'accélérateurs. Donc vraiment, j'encouragerais les entreprises et tout le monde ici présent à prendre en compte tous ces différents aspects. Je vous remercie. Merci, cher monsieur, pour cette brillante démonstration et ce brillant exposé. Vous évoquiez des ouvrages numérisés disponibles en ligne. Permettez-moi cette petite incise promotionnelle pour vous dire que sur les sites de TV5 Monde, vous avez accès librement et gratuitement à 535, m'a-t-on dit 535, ouais, j'en étais resté à 500, moi, puis il y en a 35 de plus depuis hier soir. 535 classiques de la littérature française, librement accessibles et gratuitement. Vous pouvez les télécharger, les partager, les distribuer. C'est même vivement encouragé. Voilà, pardonnez cette incise promotionnelle. Je referme la parenthèse et j'invite monsieur Bruno Mettling, directeur général adjoint d'Orange, Zone Afrique et Moyen-Orient, à s'exprimer pendant un quart d'heure. Monsieur le directeur général, vous
Vous avez la parole. Merci, j'avais beaucoup de choses à partager avec vous. D'abord des remerciements d'inviter non pas la grande compagnie